Au 1er siècle avant Jésus-Christ, les territoires au sud et à l'ouest de la Seine sont considérés comme faisant partie de l'Armorique, au même titre que ce qui constitue aujourd'hui la Bretagne et les Pays de la Loire. On retrouve cette dénomination dans le massif armoricain, une zone de basse montagne qui s'étend de la Bretagne jusqu'à la basse Normandie. L'Armorique, qui signifie en celte « le pays qui fait face à la mer », était alors constitué d'une myriade de peuples celtes qui profitaient pour beaucoup d'une économie tournée vers le commerce maritime, la pêche et la production de sel. La plupart des Armoricains entretenaient entre eux des liens d'alliance et de commerce, ce qui invite à penser certains spécialistes sur la possible existence d'une confédération armoricaine, sans qu'on en sache beaucoup plus sur celle-ci. Au nord de la Seine, la situation était bien différente, car la région était occupée par les peuples belges. César mentionne que les Belges seraient des populations venues d'au-delà du Rhin, qui auraient envahi la région plusieurs siècles avant la conquête romaine. L'archéologie semble lui donner raison. Le site de Ribemont-sur-Ancre atteste de l'état de guerre endémique qui toucha la Gaule du Nord au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Une bataille sanglante y eut lieu, qui mena ensuite à l'édification d'un monument constitué de 50 000 os humains et de 10 000 armes. Une population nouvelle, venue du Nord, se serait établie ensuite dans la région, donnant naissance au peuple belge des Ambiens. Le sujet est brillamment traité dans cette vidéo de Thomas Laurent, le pire événement de l'histoire celte, que je vous invite à regarder si vous souhaitez une enquête détaillée sur cet événement. Les Belges sont donc vraisemblablement issus d'un mélange entre des conquérants germaniques et une population celte autochtone. Certains Belges auraient conservé des coutumes purement celtiques, tandis que d'autres démontraient une culture germanique plus prononcée. Pour ceux du territoire normand, il semble qu'ils étaient encore avant tout des Celtes. On sait par exemple que les Calettes du pays de Caux entretenaient des liens importants avec les Armoricains et étaient peut-être eux-mêmes des Armoricains. La situation ethnique et culturelle de la Gaule belgique est donc une affaire bien difficile à démêler, et nous aurons l'occasion d'y revenir en détail lors de prochaines vidéos. Revenons maintenant à la conquête romaine de ce qui constitue aujourd'hui le territoire de la Normandie. En 57 avant Jésus-Christ, Jules César a entamé une conquête fulgurante de la Gaule et ses légions se dirigent déjà vers le nord, contre les peuples belges qui organisent alors une alliance anti-romaine. Selon lui, les Belges parviennent à lui opposer plus de 300 000 guerriers, mais il les bat une première fois lors de la bataille de l'Aisne, et une seconde lors de la bataille du Sabis. Pendant que César s'attache à pacifier la Belgique, il envoie son légat Publius Crassus soumettre les Armoricains au-delà de la Seine, qui se rendent sans combattre et livrent des otages en gage de fidélité. Mais l'hiver de la même année, les Vénètes changent d'avis et entrent en révolte ouverte contre Rome. Ce sujet a été traité lors de la précédente vidéo sur la Bretagne, que je vous invite à regarder pour mieux comprendre ces événements. Les Vénètes entraînent avec eux leur vaste réseau d'alliances, et l'Armorique prend donc pour la première fois les armes contre Rome. Sur le territoire de la Normandie, la résistance est menée par le peuple des Unelles, un autre peuple influent qui occupe alors la péninsule du Cotentin. Menés par leur chef Viridovix, ils entraînent avec eux leurs clients et leurs alliés. Pour les affronter, César envoie son légat Quintus Titurius Sabinus. Celui-ci parvient à les vaincre lors d'une défense de son camp retranché, et la nouvelle de la chute des Vénètes achève les dernières poches de résistance armoricaine. En 55 avant Jésus-Christ, Belges comme Armoricains sont soumis, et César en profite pour organiser une première incursion romaine dans l'île de Bretagne. Mais à partir de 54 avant Jésus-Christ,
la colère gronde de nouveau en Gaule, face aux exactions de l'occupant romain. L'insurrection devient vite endémique et est menée par le leader charismatique Vercingétorix, roi du peuple des Arvernes dans l'actuelle Auvergne. Nombre d'Armoricains et de Belges le soutiendront, en envoyant notamment des contingents l'aider lors du siège d'Alésia. Celui-ci est tout de même vaincu en 52 avant Jésus-Christ, et nombre de peuples gaulois se soumettent pour de bon. Mais les Belges mènent encore une dernière vague de résistance en 51 avant Jésus-Christ, sous la direction des Bellovaques et de leur roi Choréos. Ils sont vaincus et Choréos est tué sur le champ de bataille. Toute la Gaule est pour des siècles dans le giron de la civilisation romaine. Avant de commencer, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker et partager cette vidéo. Vous pouvez aussi booster si vous êtes sur portable, et faire un don si vous voulez me soutenir financièrement. Nous pouvons maintenant passer à l'inventaire des différents peuples. Les Unelles, ou Venelles, occupaient le département de la Manche, en particulier la péninsule du Cotentin. Ils contrôlaient aussi probablement l'île anglo-normande de Guernesey, Jersey étant aux mains des Coriosolites. Le sens de leur nom est toujours débattu, mais la théorie la plus plausible pencherait en faveur des Vigoureux. Au vu des descriptions faites par César et des découvertes archéologiques, les Unelles étaient visiblement le deuxième peuple le plus puissant d'Armorique, après les Vénètes traités lors de la précédente vidéo. Fait étonnant, quelques peuples locaux, qui sont connus pour avoir dirigé des Kiwitats durant l'Empire, c'est-à-dire des territoires administratifs autonomes, ne sont pas mentionnés par César lors de sa conquête. Il est donc probable qu'au moment de la guerre des Gaules, ils se trouvaient sous le contrôle plus ou moins direct des Unelles, ce qui fait que César n'aurait pas pris la peine de les mentionner. Nous reviendrons donc sur eux une fois l'exposé sur les Unelles terminé. Leur capitale pré-romaine est mal identifiée, mais il pourrait s'agir de Crociatonum, dans le secteur de Carentan-les-Marais. Une autre capitale probable serait l'oppidum du mont Castre, sur la commune de Montsenel. Le site est revendiqué comme le lieu d'une bataille emblématique de l'épisode du soulèvement armoricain qui eut lieu en 56 avant Jésus-Christ. Pour plus de détails sur cet événement, je vous invite à regarder ma dernière vidéo sur la Bretagne antique. Cette année-là, les Vénètes se soulevèrent contre l'occupation romaine et appelèrent à l'aide les autres peuples armoricains, avec qui ils entretenaient des liens d'alliance. Les Unelles répondirent à l'appel, et leur chef Viridovix souleva ses troupes, celles de ses vassaux et de ses alliés. César envoya pour affronter cette armée son légat Quintus Titurius Sabinus, qui les aurait battus de nuit et par la ruse, alors que les Romains étaient en infériorité numérique. Plusieurs années s'écoulèrent, et bien que probablement surveillés par les Romains pour éviter de nouveaux soulèvements, les peuples armoricains, dont les Unelles, envoyèrent en 52 avant Jésus-Christ une armée porter secours à Vercingétorix. Après la chute du roi Arverne, ils entrent dans le monde romain et développent deux chefs-lieux d'importance, Coutances et Valognes. Le développement de ces deux métropoles, qui prennent chacune la tête d'une Kiwita, semble souligner un certain éclatement du territoire Unel à l'époque romaine, qui voit en plus la prise en autonomie de peuples mineurs anciennement sous leur influence. Il s'agirait donc peut-être d'une forme de punition mise en place par le pouvoir romain contre les Unelles, ou alors d'une façon de limiter leur pouvoir administratif. Les Abrincates peuplaient un territoire centré autour de la vallée de la Sélune et de la baie du Mont-Saint-Michel. Cela correspond au sud de l'actuel département de la Manche et au pays historique de l'Avranchin, issu des Abrincates. Leur nom voudrait dire en celte les puissants ou les violents combattants.
Leur capitale pré-romaine serait l'oppidum du bois du Châtelier, sur la commune du Petit Cellan. Ce site est aussi suspecté depuis longtemps pour avoir été le lieu de la bataille entre les armées romaines et celles aux ordres du chef Hunel Viridovix. À l'époque romaine, la capitale abrincate est déplacée dans la ville nouvelle d'Avranches, à qui ils ont donné leur nom. Les Baiocas, Bajocas ou encore Bodiocas peuplaient un territoire correspondant au tiers occidental du département du Calvados, qui est historiquement connu comme le pays du Bessin, issu de leur nom. Celui-ci voudrait dire en celte « ceux aux boucles blondes », ce qui change des noms guerriers et orgueilleux habituels des peuples gaulois. Leur capitale pré-romaine serait l'oppidum de Castillon, tandis que l'oppidum du mont Castel aurait constitué leur port principal sur la Manche. À l'époque romaine, leur capitale est déplacée à Bayeux, non loin de Castillon, dont le nom est issu des Baiocas. Deux gentilés existent pour les habitants modernes de Bayeux, les Bajocas et les Bayeuxins, Bayeuxaines. Le premier est évidemment une référence directe aux Baiocas. Les Viducas peuplaient un territoire correspondant au centre du département du Calvados et à l'ouest de l'Orme, aussi connu comme la plaine de Caen. Leur nom voudrait dire en celte « ceux aux cheveux noueux » ou alors « emmêlés ». On ne connaît pas encore d'oppidum ou de grands sites d'époque gauloise sur le territoire des Viducas, mais seulement quelques hameaux et fermes encloses. Leur capitale à l'époque romaine est Vieux, à 15 km au sud de Caen, dont le nom est issu des Viducas. Les habitants modernes de Vieux s'appellent d'ailleurs toujours les Viducas. Dès le IIIe siècle de notre ère, Vieux décline, et leur pays fusionne avec celui des Baiocas, posant les bases du Bessin médiéval. Du côté de Caen, la ville fut pendant toute l'Antiquité un village de moindre importance. Elle ne se développa seulement que sous les ducs de Normandie, à partir du Xe siècle. Guillaume le Conquérant en fit peu à peu la métropole de Basse-Normandie, aux dépens de Bayeux, et sa deuxième capitale avec Rouen. Les Ésuviens peuplaient un territoire à cheval sur les départements du Calvados et de l'Orne. Leur nom fait référence à Ésus, une divinité majeure du panthéon gaulois. Leur capitale pré-romaine est vraisemblablement Exmes, un petit oppidum qui faisait plus office de forteresse que d'une véritable agglomération. Les Ésuviens sont mentionnés brièvement par César, qui les fait participer au soulèvement armoricain, mais ils disparaissent rapidement du récit et on ne sait pas s'ils rejoignirent les contingents de Viridovix, ni comment ils furent traités à l'issue de ce conflit. À l'époque romaine, Exmes est éclipsé au profit du développement d'Argentan, une ville probablement aussi d'origine gauloise. Les Sagiens peuplaient un territoire dans l'actuel département de l'Orne. Leur nom voudrait dire en celte les pisteurs. Il s'agit d'un autre peuple non mentionné par César, mais cette fois probablement lié aux Ésuviens, cités précédemment, ou alors aux Aulerques et Burovis, sur lesquels nous allons venir. Leur capitale à l'époque gauloise est probablement déjà Cé, qui deviendra leur chef-lieu à l'époque romaine. Les habitants de Cé s'appellent d'ailleurs encore aujourd'hui les Sagiens, perpétuant ainsi la mémoire de ce petit peuple. Les Lexoviens peuplaient la partie orientale du département du Calvados et l'ouest du département de l'Eure. Leur nom voudrait dire en celte « les habitants des coteaux », soulignant l'aspect vallonné de leur territoire. D'autres théories avancent qu'ils se seraient plutôt nommés les Boiteux, mais il paraît peu probable qu'ils se soient affublés d'un patronyme aussi peu valorisant. Leur capitale était l'oppidum du Castellier,
sur les communes de Saint-Désir et Saint-Pierre-des-Ifs. Il s'agit, avec ses 167 hectares, d'un des plus grands oppidats découverts dans le nord de la France. Les Lexoviens devaient profiter des flux commerciaux qui avaient lieu sur la Manche et dans l'estuaire de la Seine, entre la Gaule et la Grande-Bretagne. On ne leur connaît néanmoins pas encore de port maritime. On sait par contre qu'ils produisaient des pains de sel grâce à la découverte de fours sur leur littoral. Pour rappel, les Gaulois ne connaissaient pas la technique des marais salants et produisaient du sel en faisant évaporer de l'eau de mer dans des fours. Lors de la guerre des Gaules, les Lexoviens rejoignent le soulèvement armoricain. César dit qu'ils auraient alors massacré leur propre sénat, c'est-à-dire leur noblesse, qui devait être hostile à l'idée de rentrer en conflit avec Rome. Cela souligne chez eux un système oligarchique connu sous le nom de Vergobreta, où la noblesse élisait ses représentants et prenait des décisions lors d'assemblées. C'est donc au cours de l'une de ces assemblées que dut avoir lieu la purge des nobles pro-romains. Les Lexoviens rejoignirent alors le rang des Unelles et de Viridovix et finirent vaincus avec ceux-ci. Comme les Unelles, ils envoyèrent tout de même des troupes soutenir Vercingétorix à Alésia en 52 avant Jésus-Christ. À l'époque romaine, leur capitale est déplacée à Lisieux, à qui ils ont donné leur nom, à peine 5 km de l'ancien oppidum. Les habitants de Lisieux s'appellent d'ailleurs encore aujourd'hui les Lexoviens. Les Aulerques et Burovis peuplaient une bonne partie du département de l'Eure. Les Aulerques sont un ensemble de peuples celtes entre la Loire et la Seine, partageant vraisemblablement une origine et des traits culturels communs. Ce terme voudrait dire en celte « ceux qui sont loin de leurs traces », soulignant par là une origine étrangère probable. Les autres Aulerques, tels que les Cénomans et les Diablintes, ont été traités dans la vidéo sur les Gaulois de la Loire, que je vous invite vivement à regarder. Le nom des Éburovis voudrait dire « ceux qui vainquent par l'if », qui est un bois utilisé surtout pour la fabrication d'arcs. Ce nom souligne donc une spécialisation militaire pour l'archerie. Leur capitale gauloise était probablement Vieil-Évreux, qui aurait pu avoir, selon certains spécialistes, le rôle de ville sainte des Aulerques. Les Éburovis sont l'un des peuples les plus mentionnés par César dans sa guerre des Gaules, du fait de leur participation active à de nombreux soulèvements anti-romains. Ils participèrent premièrement au soulèvement armoricain en 56 avant Jésus-Christ, se tenant aux côtés de l'armée unelle de Viridovix. En 52 avant Jésus-Christ, on les retrouve aux côtés des Sénons et des Parisi lors de l'insurrection des Gaulois de la Seine. La même année, ils envoyèrent aussi un contingent pour soutenir Vercingétorix à Alésia. Enfin, en 51 avant Jésus-Christ, les Éburovis rejoignaient les peuples belges au nord de la Seine, sous le commandement des Bellovaques, lors d'un dernier soubresaut anti-romain dans la région. On pourrait penser qu'après autant d'initiatives hostiles et de défaites sanglantes, les Éburovis finissent rasés de la carte par les Romains, mais ce n'est étonnamment pas le cas. Vieil-Évreux devient à l'époque romaine une des plus grandes villes de Gaule, munie d'un sanctuaire monumental dédié aux dieux romains, perpétuant ainsi son rôle de ville sacrée. Au IIIe siècle de notre ère, la ville décroît pourtant et se déplace à l'emplacement de la ville actuelle d'Évreux, à 8 km à l'ouest. Les noms de Vieil-Évreux et d'Évreux sont évidemment issus des Éburovis. Avec les Véliocas, nous franchissons la Seine et nous passons ce que César considérait comme la frontière entre la Gaule celtique et la Gaule belgique. Les Véliocas sont donc souvent considérés comme un peuple belge, c'est-à-dire issu d'une culture mixte, celtique et germanique. Ils peuplaient un territoire qui correspond à une bonne partie du département de la Seine-Maritime, de l'Eure et du Val d'Oise, qui correspond au pays historique du Vexin, issu des Véliocas. Leur nom voudrait dire en celte
ceux qui ont la plus belle chevelure. Dans les cultures celtiques et germaniques anciennes, une belle et longue pilosité était un gage de prestige et de noblesse, ce qui explique pourquoi plusieurs peuples y font référence dans leur nom. Leur capitale était déjà probablement Rouen, qui est leur chef-lieu sous l'Empire, mais les vestiges gaulois y restent mal connus. En tant que peuple belge, ils participèrent essentiellement aux différents conflits qui touchèrent la région lors de la guerre des Gaules. La première coalition des Belges, qui échoua en 57 avant Jésus-Christ, et la seconde, battue en 51 avant Jésus-Christ. Ils aidèrent aussi Vercingétorix à Alésia en 52 avant Jésus-Christ. Malgré leur identité belge, ils furent inclus dans la province de Gaule lyonnaise à partir du règne de l'empereur Auguste. Les Calettes sont le dernier peuple gaulois du territoire de la Normandie que nous allons traiter dans cette vidéo. Ils peuplaient une région côtière proche de l'estuaire de la Seine, correspondant au pays de Caux, issu de leur nom. Celui-ci voudrait dire en celte les durs. Leur capitale était probablement l'oppidum de Sandouville. Avec ses 144 hectares, c'est un autre des très grands oppidas du nord de la France. L'oppidum de Fécamp est aussi connu pour avoir donné son nom à un type particulier de rempart gaulois, bien connu des chercheurs et des étudiants en archéologie. Bien que vivant au nord de la Seine, et donc techniquement en Gaule belgique, il semble plus proche des peuples armoricains, et César les qualifie comme tels. On imagine bien qu'au vu de leur situation géographique, ils étaient tournés vers la mer, en plus de contrôler un point de passage stratégique dans l'estuaire de la Seine. C'était donc un peuple de marins et de commerçants, qui entretenaient des liens étroits avec le reste de l'Armorique. Ils étaient aussi réputés pour leur culture de lin, qui servait à fabriquer des toiles et des tissus. Étant au voisinage direct des Belges, ils participèrent au même conflit que ceux-ci, cités précédemment pour les Véliocases. À l'époque romaine, leur capitale fut déplacée dans la ville nouvelle de Lillebonne. Durant le règne d'Auguste, ils seront aussi inclus dans la province de Gaule lyonnaise plutôt que dans celle de Belgique. Au IIIe siècle de notre ère, les Civitas des Calettes et des Véliocas fusionnèrent pour devenir la Civitas de Rouen. Sous l'Empire romain, la région est régulièrement la cible de pirates germaniques venus d'au-delà du Rhin. Pour lutter contre ceux-ci, les autorités romaines autorisent plusieurs fois l'installation de mercenaires, eux-mêmes souvent germains ou celtes, afin de défendre les côtes. Pour les Romains, payer des barbares pour les défendre contre d'autres barbares était une pratique assez commune, surtout depuis que la diffusion de la citoyenneté romaine au IIIe siècle avait éloigné beaucoup de Romains du service militaire. La région connut malgré son instabilité une romanisation aboutie, qui posa les bases des parlers romans de langue d'oïl du Moyen Âge. Au 5e et 6e siècle, les Francs s'emparent d'une bonne partie de la Gaule. Des colons francs s'installent alors en nombre au nord de la Seine, dans un territoire romain assez dépeuplé par des siècles de conflits avec les peuples d'outre-Rhin. Mais au sud du fleuve, une population de souche gallo-romaine est encore bien établie, et l'installation franque y est quasi nulle. On sait cependant que des Saxons, issus de ces contingents de mercenaires pirates de la fin de l'Antiquité, s'étaient installés à plusieurs endroits sur les côtes du Cotentin et du Bessin, étant toujours mentionnés au IXe siècle sous les Carolingiens. La Normandie pré-normande est donc déjà dès le Haut Moyen Âge un territoire multiethnique où vivent mélangés des autochtones gallo-romains et des migrants germaniques. Le terme d'armorique pour désigner les territoires entre la Seine et la Loire tombe à cette époque peu à peu en désuétude, remplacé par celui de Neustrie, issu du vieux francique nouveau royaume, tandis que la Bretagne, hors de portée des Francs, prend le nom de colons venus de Grande-Bretagne. La formation du duché de Normandie est un événement relativement bien connu du grand public. À partir du IXe siècle,
l'Europe est frappée par des incursions de pillards scandinaves, connus sous le nom de Vikings. Au sein de l'empire franc-carolingien, on les appelle plutôt les Normands, littéralement les hommes du Nord. Ceux-ci terrorisent alors les populations littorales, mais parviennent aussi à remonter les fleuves avec leurs bateaux légers, les fameux dracars, qui leur permettent d'attaquer jusqu'au cœur des terres. Ils harcèlent et pillent ainsi les possessions carolingiennes pendant plusieurs décennies, affaiblissant considérablement le pouvoir de cette dynastie. Charles III, dit le Simple, arrière-arrière-petit-fils de Charlemagne et roi de Francie occidentale, cède alors le comté de Rouen à un chef viking nommé Rollon pour cesser les incursions. En échange, Rollon se convertit au christianisme et jure de protéger l'estuaire de la Seine contre ses compatriotes. Le fils de Rollon, Guillaume Longue-Épée, se chargera quant à lui de conquérir le reste de la Normandie, posant les bases dès le Xe siècle d'un duché promis à un brillant avenir. Les Vikings s'installèrent en majorité dans le Cotentin et dans la vallée de la Seine, où les villages finissant en bec, tot ou encore fleur permettent d'identifier des sites de peuplement scandinave. Même si les pillages avaient bien aidé à dépeupler la région, elle était encore largement peuplée par des populations de langue romane. Les migrants scandinaves se fondirent dans celle-ci, oubliant leur langue en quelques générations, pour adopter les mêmes parlers romans de langue d'Oïl. 5 générations après Rollon, à l'époque de Guillaume le Conquérant, les Normands sont déjà des Francs et des chrétiens comme les autres. Ils conservent néanmoins quelques coutumes scandinaves, comme le concubinage, qui valut à Guillaume le Conquérant, issu d'une concubine, son premier surnom de bâtard. Mais ça, c'est une autre histoire. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pour celle à venir, je vais sortir un peu du cadre des Gaulois pour m'intéresser à un autre peuple de la même période, en traitant des colonies grecques du sud de la Gaule. Il s'agira donc d'aborder des cités comme Marseille, Nice ou encore Agde. Pour ceux qui sont avant tout ici pour les Gaulois, pas d'inquiétude. Je compte bien continuer cette série à l'avenir, et les prochains sujets seront sur le nord et l'est de la France, la Belgique ou encore la Suisse. N'hésitez donc pas à faire monter la chaîne, et d'ici là, portez-vous bien.